As-tu déjà ressenti cette force invisible qui te tire en arrière précisément au moment où tu es sur le point d'évoluer vraiment? Ce moment étrange où tout est aligné pour que tu avances, où l'opportunité est là, juste devant toi, et pourtant quelque chose en toi te paralyse, te fait hésiter, te pousse à saboter ce qui pourrait te transformer. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui se joue dans les couches les plus anciennes de ton cerveau, dans des circuits neuronaux qui ont été programmés il y a des millénaires pour une seule chose, ta survie. Ton cerveau ne sabote pas ton évolution par cruauté ou par erreur. Il le fait parce qu'il perçoit ton changement, ta croissance, ton évolution comme une menace mortelle. Et cette perception n'est pas rationnelle, elle est viscérale, automatique, absolue. Pour comprendre pourquoi tu résistes à ce qui pourrait te libérer, il faut d'abord accepter une vérité troublante. Ton cerveau préfère la souffrance familière au bonheur inconnu. Il préfère la prison qu'il connaît à la liberté qu'il ne peut pas prédire. Et cette préférence n'est pas un défaut de caractère, c'est un héritage évolutif profondément ancré dans ta biologie. Jung a passé des décennies à observer ce phénomène mystérieux chez ses patients. Il a découvert que les êtres humains ne résistent pas seulement aux changements externes, ils résistent encore plus violemment aux changements intérieurs. Il appelait ce processus l'individuation, ce voyage vers ton authenticité la plus profonde, vers qui tu es vraiment au-delà des masques sociaux et des identifications inconscientes. Et ce qu'il a découvert est bouleversant. La plupart des gens ont plus peur de devenir eux-mêmes que de mourir dans l'inauthenticité. Pourquoi? Parce que devenir soi-même signifie mourir à ce que tu étais. Cela signifie trahir les attentes inconscientes que tu portes depuis l'enfance. Cela signifie abandonner la sécurité de la conformité pour l'incertitude de l'authenticité. Et ton cerveau interprète cette mort symbolique comme une mort réelle. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Ton amygdale, cette petite structure en forme d'amande enfouie dans ton cerveau limbique, ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace psychologique. Quand tu t'approches d'un changement significatif, quand tu es sur le point de briser un pattern ancien, ton amygdale s'active exactement comme si un prédateur t'attaquait. Les recherches de Joseph Ledoux révèlent que ces circuits de peur sont incroyablement rapides, automatiques et totalement inconscients. Ta résistance n'est pas une décision consciente. C'est une réaction de survie déclenchée avant même que tu puisses la rationaliser. Ce que je vais te révéler dans cette exploration va transformer ta compréhension de ton propre sabotage. Tu vas découvrir pourquoi ton cerveau traite ton évolution comme une menace existentielle. Tu vas comprendre les mécanismes profonds, psychologiques et neurologiques qui maintiennent tes patterns autodestructeurs en place. Tu vas voir comment ta fidélité inconsciente à tes traumas te protège d'une liberté qui te terrifierait. Et surtout, tu vas apprendre que cette résistance n'est pas ton ennemi. Elle est une porte vers les parties les plus profondes de toi-même, vers les aspects de ton psychisme que tu as refoulés parce qu'ils étaient trop dangereux, trop authentiques, trop vivants. Ce qui ressemble à de la faiblesse est en réalité ton cerveau qui te protège d'une mort qu'il croit réelle. Chaque fois que tu sabotes une opportunité, chaque fois que tu recules devant ta propre grandeur, chaque fois que tu choisis la sécurité plutôt que la vérité, ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il te maintient en vie. Le problème, c'est que sa définition de la vie est beaucoup plus limitée que ce que tu pourrais devenir. Alors, commence par accepter cette vérité. Ton cerveau n'est pas configuré pour ton bonheur. Il est configuré pour ta survie. Et il ne comprend pas encore que survivre et vivre ne sont pas la même chose. Pourquoi ton cerveau traite-t-il ton évolution comme une menace de mort? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne ce que les neuroscientifiques appellent la zone de confort. Ce n'est pas simplement une préférence pour le familier, c'est un territoire neurologique activement défendu par ton système nerveux, comme un animal défend son territoire contre les intrus.
Chaque pattern comportemental que tu répètes, chaque habitude que tu maintiens, chaque relation toxique dans laquelle tu restes, tout cela crée des circuits neuronaux de plus en plus profonds, de plus en plus automatiques. Antonio Damasio a démontré que ton cerveau associe à chaque expérience ce qu'il appelle des marqueurs somatiques, des sensations corporelles, qui te disent si quelque chose est sûr ou dangereux. Et voici le paradoxe. Même si ta situation actuelle te fait souffrir, elle porte le marqueur somatique de la sécurité simplement parce qu'elle est familière. Ton cerveau a appris à naviguer cette souffrance. Il sait comment survivre dans cette prison. L'inconnu, même s'il promet la libération, porte le marqueur somatique du danger mortel. C'est ici que les découvertes de Joseph Ledoux deviennent essentielles. Ton amygdale, ce gardien primitif de ta survie, fonctionne avec une logique binaire brutale. Familier égale sûr, inconnu égale dangereux. Elle ne calcule pas les probabilités. Elle ne fait pas de nuances. Elle réagit en millisecondes, déclenchant une cascade de réponses physiologiques avant même que ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, puisse intervenir. Quand tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait vraiment changer ta vie, ton amygdale déclenche l'alarme. Ton cœur s'accélère. Tes mains deviennent moites. Une vague d'anxiété te submerge. Et ton cerveau conscient, essayant de donner un sens à ces sensations, invente des raisons pour ne pas avancer. Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt, c'est trop risqué. Tu devrais attendre. Mais voici ce que Jung a découvert qui explique pourquoi certaines personnes brisent ce cycle alors que d'autres restent prisonniers toute leur vie. La différence n'est pas dans la force de volonté. La différence est dans la conscience. Jung disait que ce qui reste inconscient se manifeste comme destin. Tant que tu ne comprends pas que ta résistance n'est pas toi, mais un mécanisme de protection archaïque, tu resteras son esclave. Ton cerveau ne sabote pas ta croissance par malveillance. Il la sabote par amour archaïque de ta survie. Chaque fois que tu recules devant une opportunité, c'est parce qu'une partie primitive de toi croit sincèrement te sauver la vie. Cette partie ne comprend pas que les règles ont changé. Elle fonctionne encore avec le logiciel de survie de tes ancêtres préhistoriques, pour qui tout changement dans l'environnement pouvait signifier la mort. Sortir de la grotte familière, dangereux. Essayer une nouvelle source de nourriture, potentiellement mortelle. Se séparer du groupe, équivalent au suicide. Ces peurs ont été transmises génération après génération, codées dans la structure même de ton système nerveux. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a révélé quelque chose de fascinant. Ton système nerveux autonome a 3 états principaux. Le premier est l'engagement social, où tu te sens en sécurité et connecté. Le deuxième est la mobilisation, la réponse de combat ou de fuite face au danger. Mais il existe un troisième état, plus ancien, plus primitif, l'immobilisation. Quand la menace semble insurmontable, quand ni le combat ni la fuite ne semblent possibles, ton système nerveux te paralyse. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu es confronté à un changement évolutif majeur. Ta zone de confort n'est pas un endroit confortable. C'est souvent un espace de souffrance chronique, de rêves abandonnés, de potentiels non réalisés. Mais c'est ta souffrance. C'est une douleur que tu connais, que tu sais gérer, qui ne te surprendra pas. Le bonheur, lui, est imprévisible. La réussite est inconnue. La vraie intimité est terrifiante. Alors ton cerveau fait ce calcul inconscient. Mieux vaut la souffrance prévisible que le bonheur imprévisible. Lisa Feldman Barrett explique que ton cerveau est fondamentalement une machine à prédiction. Il construit constamment des modèles de ce qui va se passer ensuite, basés sur ce qui s'est passé avant. Quand la réalité correspond à ces prédictions, tu te sens en sécurité. Quand la réalité défie ces prédictions, même de manière positive, ton cerveau perçoit une erreur de prédiction qui déclenche l'alarme. C'est pourquoi tant de gens sabotent leur succès. Leur cerveau n'a pas de modèle pour la réussite. La seule prédiction qu'il peut faire, confortablement, c'est celle de l'échec familier. Mais attends de comprendre ce que cela révèle sur ta loyauté invisible envers la souffrance. Freud a découvert quelque chose de profondément troublant dans sa pratique clinique.
Les êtres humains développent des mécanismes de défense non seulement pour se protéger de la douleur, mais aussi pour se protéger du plaisir. Il a observé des patients qui, inconsciemment, sabotaient systématiquement tout ce qui pourrait les rendre heureux. Ce n'était pas de la stupidité, c'était une fidélité inconsciente à leurs premières expériences. Si tu as grandi dans un environnement où le bonheur était dangereux, où exprimer ta joie provoquait la punition ou le rejet, où être toi-même menait à l'abandon, alors ton inconscient a appris une leçon brutale. La sécurité réside dans l'effacement. Adler a révélé une autre dimension de cette résistance à l'évolution. Il a observé que beaucoup de ses patients développaient ce qu'il appelait un complexe d'infériorité, un sentiment profond d'inadéquation. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce complexe d'infériorité servait une fonction. Il protégeait ces personnes de l'anxiété de devoir performer, de devoir réussir, de devoir assumer leur propre puissance. Si tu te convaincs que tu es incapable, tu n'as pas à affronter la terreur de découvrir ce dont tu es vraiment capable. Et si ta plus grande peur n'était pas l'échec, mais la réussite? Cette question bouleverse tout. La plupart des gens pensent qu'ils ont peur d'échouer. Mais Jung a découvert quelque chose de beaucoup plus profond et plus troublant. Il a observé que ses patients les plus intelligents, les plus talentueux, les plus capables, étaient souvent ceux qui s'auto-sabotaient le plus violemment. Pourquoi? Parce qu'ils avaient inconsciemment compris que réussir signifierait trahir quelque chose de fondamental. Trahir leurs parents qui n'ont jamais réussi, trahir leurs amis qui sont restés bloqués, trahir l'identité qu'ils se sont construite autour de la lutte et de la souffrance. Jung parlait de l'ombre, comme de cette partie de nous-mêmes que nous avons refoulée dans l'inconscient parce qu'elle était inacceptable. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ton ombre ne contient pas seulement tes parts sombres, tes pulsions violentes, tes désirs interdits. Elle contient aussi ton potentiel le plus lumineux, tes dons les plus puissants, ta grandeur refoulée. Tu n'évites pas la grandeur par peur d'échouer, tu l'évites par peur de réussir et de perdre qui tu crois être. Cette phrase devrait te faire réfléchir profondément. Qui serais-tu si tu réalisais pleinement ton potentiel? Qui serais-tu si tu vivais authentiquement, sans masque, sans compromis? Cette perspective est vertigineuse parce qu'elle implique la mort de ton identité actuelle. Et même si cette identité te fait souffrir, même si elle est construite sur des mensonges et des peurs, c'est ton identité. C'est ce que tu connais. C'est qui tu penses être. L'individuation, ce processus que Jung considérait comme la tâche centrale de la deuxième moitié de la vie, n'est rien d'autre que ce voyage vers ton authenticité. Mais c'est un voyage terrifiant, parce qu'il exige que tu abandonnes toutes les identifications fausses, tous les masques que tu portes, toute la structure de personnalité que tu as construite pour plaire, pour être accepté, pour survivre. Daniel Siegel, dans ses recherches sur la neurobiologie interpersonnelle, a montré que notre sens de soi se développe fondamentalement à travers nos relations précoces. Si ces relations étaient conditionnelles, si l'amour que tu recevais dépendait de qui tu prétendais être, plutôt que de qui tu étais vraiment, alors ton cerveau a appris une leçon dévastatrice. Ton vrai soi est dangereux. Jung utilisait le concept de persona pour décrire le masque social que nous portons, le personnage que nous jouons pour être acceptés dans le monde. Mais quand la persona devient trop rigide, quand elle étouffe complètement le self authentique, quelque chose en nous commence à mourir. Et paradoxalement, c'est souvent au moment où nous sommes sur le point de réussir, selon les critères de la persona, que nous nous effondrons. Le PDG qui fait une dépression nerveuse juste avant sa promotion. L'artiste qui sabote son exposition la plus importante. La personne qui fuit la relation la plus saine qu'elle ait jamais eue. Ces sabotages ne sont pas accidentels. Ce sont des rébellions de l'âme contre une vie qui n'est pas la sienne. Boris Cyrulnik parle de ces moments comme de ce qu'il appelle des fractures créatives, des moments où la structure de personnalité fausse se brise pour permettre l'émergence de quelque chose de plus authentique. Mais dans l'instant de la fracture, cela ressemble simplement à un échec, à un sabotage, à une preuve supplémentaire de ton inadéquation.
La peur de l'individuation est fondamentalement une peur de la solitude existentielle, parce que devenir vraiment toi-même signifie accepter que personne ne peut faire ce voyage à ta place. Cela signifie renoncer au fantasme qu'il existe quelque part quelqu'un qui te comprendra parfaitement, qui te sauvera, qui te dira qui tu dois être. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi, a découvert quelque chose de profond sur la nature humaine. Il a observé que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient trouvé un sens à leur souffrance. Il a développé la logothérapie sur cette intuition. Les êtres humains peuvent endurer presque n'importe quelle souffrance s'ils ont une raison de le faire. Mais voici le paradoxe troublant. Beaucoup de gens préfèrent une souffrance familière dépourvue de sens à la responsabilité terrifiante de créer leur propre sens. Parce que créer ton propre sens signifie accepter que tu es responsable de ta vie, que personne d'autre ne viendra te sauver, que tu es, comme le disait Sartre, condamné à être libre. Attends de comprendre ce que cela révèle sur ta loyauté invisible envers la souffrance. Freud a observé chez ses patients quelque chose qu'il a fini par appeler la compulsion de répétition. Il répétait encore et encore les mêmes patterns destructeurs, choisissait toujours le même type de partenaire toxique, sabotait systématiquement les mêmes opportunités, recréait les mêmes dynamiques douloureuses. Au début, il pensait que c'était simplement de l'inconscience, mais plus il observait, plus il réalisait que cette répétition servait une fonction psychologique profonde. En répétant le trauma, l'inconscient essaie désespérément de le maîtriser, de le réécrire, de changer enfin la fin de l'histoire. Mais parce que cette tentative reste inconsciente, elle échoue toujours de la même manière. Le pattern se renforce au lieu de se dissoudre. Stephen Porges explique que quand ton système nerveux est chroniquement en état de menace, il développe ce qu'il appelle une neuroception de danger. Ta neurobiologie commence à percevoir le danger même là où il n'existe pas. Et inversement, elle ne peut plus reconnaître la sécurité même quand elle est présente. C'est pourquoi tant de personnes avec des histoires de trauma sabotent les relations saines. Leur système nerveux ne sait littéralement pas comment traiter la gentillesse, la stabilité, l'amour inconditionnel. Ces expériences positives sont tellement étrangères qu'elles déclenchent l'alarme. Adler a ajouté une autre dimension à cette compréhension. Il a observé que le sentiment d'infériorité, quand il devient trop intense, peut mener non pas à la compensation et à la croissance, mais à ce qu'il appelait un complexe d'infériorité. Ce complexe se transforme en identité. La personne commence à organiser toute sa vie autour de sa propre inadéquation perçue. Et voici le piège vicieux. Cette identité d'inadéquation devient confortable. Elle protège la personne de l'anxiété, de devoir vraiment essayer, de devoir vraiment risquer, de devoir vraiment être vu. Si tu échoues, c'est simplement la confirmation de ce que tu savais déjà. Si tu ne tries même pas, tu peux maintenir le fantasme que tu aurais pu réussir si seulement tu avais essayé. Matthew Lieberman, dans ses recherches sur le cerveau social, a découvert que notre besoin d'appartenance n'est pas simplement psychologique. Il est neurologique. Ton cerveau traite la douleur du rejet social exactement comme il traite la douleur physique. Les mêmes circuits s'activent, la même souffrance est ressentie. Alors quand l'évolution personnelle menace ton appartenance à ton groupe social, à ta famille, à ta culture, ton cerveau perçoit une menace existentielle réelle. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux dans ton inconscient quand tu t'approches de la transformation. Jung parlait de ce qu'il appelait des complexes autonomes, des fragments de la psyché qui fonctionnent comme des sous-personnalités indépendantes, avec leurs propres motivations, leurs propres peurs, leurs propres agendas. Ces complexes se sont formés autour de traumas, de conflits non résolus, de besoins non satisfaits, et ils ont un pouvoir extraordinaire. Ils peuvent prendre le contrôle de ta conscience, influencer tes décisions, saboter tes intentions, sans que tu t'en rendes compte. Imagine que tu décides consciemment de changer quelque chose dans ta vie. Tu prends une résolution, tu es motivé,
Tu crois vraiment que cette fois sera différente, mais en dessous de ta conscience, un complexe s'active. Peut-être un complexe formé autour d'expériences d'échecs répétées dans ton enfance. Ce complexe porte une conviction profonde. Essayer mène à l'humiliation. Et cette conviction n'est pas rationnelle. Elle est émotionnelle, viscérale, absolue. Alors, ce complexe commence à saboter subtilement ta résolution. Tu oublies de faire ce que tu avais prévu. Tu trouves des excuses rationnelles. Tu te distrais. Et quelques semaines plus tard, tu es exactement au même endroit, te demandant ce qui s'est passé, te blâmant pour ton manque de discipline. Pourquoi répètes-tu exactement ce qui te fait souffrir? Cette question hante beaucoup de gens. Ils se regardent répéter les mêmes erreurs, faire les mêmes choix destructeurs, tomber dans les mêmes pièges, encore, et ils se demandent s'ils sont fous, s'ils sont stupides, s'ils méritent vraiment cette souffrance. Mais Freud a découvert quelque chose de profondément compassionnel dans cette répétition. La compulsion de répétition n'est pas du masochisme. C'est une tentative désespérée de guérison. Ton inconscient essaie de te ramener encore et encore à la scène du trauma original, te donnant une nouvelle opportunité de le traverser différemment, de changer enfin le résultat. Le problème, c'est que tant que ce processus reste inconscient, tu ne peux pas le changer. Tu répètes simplement la même scène avec des acteurs différents, dans des décors différents, mais avec le même script émotionnel, la même dynamique de pouvoir, la même fin tragique. Les circuits neuronaux fonctionnent comme des autoroutes de la familiarité. Plus tu empruntes un chemin neural particulier, plus ce chemin devient profond, automatique, résistant au changement. Tu ne répètes pas ton passé par masochisme. Tu le répètes parce que ton cerveau cherche désespérément à le réécrire. Cette compréhension devrait changer complètement ta relation à tes patterns autodestructeurs. Ce ne sont pas des preuves de ta faiblesse ou de ton inadéquation. Ce sont des tentatives maladroites de guérison. Richard Davidson, pionnier des recherches sur la neuroplasticité, a démontré que le cerveau conserve toute sa vie la capacité de changer, de créer de nouveaux circuits, de se réorganiser. Mais cette neuroplasticité a besoin de deux choses, la conscience et la répétition intentionnelle. Sans conscience, tu restes prisonnier des automatismes. Sans répétition intentionnelle, les nouveaux circuits ne deviennent jamais assez forts pour rivaliser avec les anciens. Lisa Feldman Barrett explique que ton cerveau construit tes émotions en combinant les sensations corporelles présentes avec des prédictions basées sur tes expériences passées. Si tes expériences passées ont été marquées par le rejet, l'abandon, la trahison, alors même dans une situation objectivement sûre, ton cerveau prédit le danger. Il construit l'émotion de la peur ou de l'anxiété, non pas parce que le danger est présent, mais parce que c'est ce qu'il s'attend à ressentir basé sur le passé. Les complexes dont parlait Jung fonctionnent exactement selon ce principe. Un complexe est essentiellement un cluster d'expériences émotionnelles similaires qui se sont agglomérées autour d'un thème central. Un complexe d'abandon, par exemple, contient toutes tes expériences d'être laissé, rejeté, oublié. Et ce complexe devient comme un filtre à travers lequel tu interprètes la réalité présente. Ton partenaire arrive 10 minutes en retard et le complexe s'active. Soudainement, tu ne vois plus une personne simplement en retard. Tu vois la preuve que tu ne comptes pas, que tu vas être abandonné, que personne ne reste jamais. Le complexe a pris le contrôle de ta perception. Daniel Siegel parle de l'importance de ce qu'il appelle l'intégration neuronale. Un cerveau intégré est un cerveau où les différentes régions communiquent efficacement. Ton cortex préfrontal, siège de la raison et de la perspective, peut moduler ton amygdale, siège des réactions émotionnelles primitives. Mais quand un trauma n'est pas intégré, quand une expérience reste fragmentée, ces différentes parties du cerveau ne communiquent plus. L'amygdale peut s'activer et déclencher une réaction de panique sans que le cortex préfrontal puisse intervenir pour apporter perspective et régulation. C'est pourquoi le simple fait de comprendre intellectuellement tes patterns ne suffit pas à les changer. Tu peux savoir rationnellement que ton partenaire n'est pas en train de t'abandonner, que ton patron ne te rejette pas,
que tu n'es pas en danger. Mais si ton système limbique, ta neurobiologie émotionnelle, n'a pas intégré cette compréhension, tu continueras à réagir comme si le danger était réel. Stanislas Dehaene, dans ses recherches sur la conscience, a montré que nous ne sommes conscients que d'une infime fraction de ce qui se passe dans notre cerveau. La majorité des processus qui dirigent notre comportement, nos décisions, nos réactions émotionnelles se déroulent complètement en dehors de notre conscience. C'est à la fois humiliant et libérateur. Humiliant parce que nous ne sommes pas aussi aux commandes que nous aimerions le croire. Libérateur parce que cela signifie que ton autosabotage n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas une preuve de ta faiblesse morale. C'est simplement le résultat de processus inconscients que tu n'as jamais appris à observer, à comprendre, à intégrer. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer ta compréhension de ton propre sabotage. La clé n'est pas de combattre tes résistances. La clé n'est pas de te forcer à changer par la volonté pure. La clé est de devenir profondément curieux de tes résistances. Qu'est-ce qu'elles protègent ? Quelle vérité essaient-elles de t'empêcher de voir? Quelle partie de toi ont-elles pour mission de garder en sécurité? Freud disait que le but de la psychanalyse était de rendre conscient l'inconscient. Pas pour éliminer l'inconscient, mais pour créer un dialogue entre ces deux dimensions de la psyché. Quand tu peux observer tes patterns avec curiosité plutôt qu'avec jugement, quand tu peux reconnaître qu'une partie de toi sabote une autre partie de toi, quelque chose de fondamental commence à changer. Tu n'es plus identifié à aucune des deux parties. Tu deviens le témoin conscient du conflit intérieur. Et dans cet espace de témoin, dans cette capacité à observer sans être emporté, réside le début de la vraie liberté. Que choisis-tu vraiment? Être en sécurité ou être toi-même? Cette question est au cœur de presque tous les conflits humains. Jung parlait de la tension entre la persona et le self. La persona est le masque que tu portes, le rôle que tu joues, l'identité que tu as construite pour être accepté dans le monde. Le self, en revanche, est qui tu es vraiment au niveau le plus profond, ton essence unique, ton potentiel non réalisé, ta vérité la plus intime. La tragédie, c'est que pour la majorité des gens, ces deux aspects entrent en conflit direct. Être toi-même signifie risquer le rejet. Être accepté signifie trahir ton authenticité. Et ce conflit n'est pas abstrait. Il se joue dans des décisions concrètes, douloureuses, quotidiennes. Exprimes-tu ton désaccord et risques-tu de déranger, ou restes-tu silencieux et préserves-tu la paix? Suis-tu ta vocation profonde même si elle déçoit tes parents, ou choisis-tu la sécurité d'une carrière que tu n'aimes pas? Restes-tu dans une relation parce que tu as peur d'être seul? Ou pars-tu même si cela signifie affronter l'inconnu? La sécurité que tu choisis aujourd'hui est la prison dans laquelle tu vivras demain. Cette phrase devrait résonner dans chaque cellule de ton corps. Chaque fois que tu choisis la sécurité plutôt que l'authenticité, tu construis les barreaux de ta propre cage. Et le plus pervers, c'est que tu le fais avec les meilleures intentions. Tu te dis que tu es pragmatique, réaliste, responsable. Tu te dis que tu ne peux pas te permettre de prendre des risques. Tu te dis que tu feras ce que tu veux vraiment plus tard, quand les conditions seront meilleures. Mais Viktor Frankl, qui a fait face à la mort quotidiennement dans les camps de concentration, a découvert une vérité brutale. Plus tard n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et chaque moment où tu choisis de ne pas être toi-même est un moment que tu ne récupéreras jamais. Joseph Ledoux a montré que ton amygdale peut être conditionnée par l'expérience. Si chaque fois que tu as essayé d'être authentique dans ton enfance, tu as été puni, rejeté ou abandonné, ton amygdale a appris que l'authenticité égale danger. Et maintenant, des décennies plus tard, même dans des contextes complètement différents, même avec des gens qui t'accepteraient tel que tu es, ton amygdale déclenche toujours l'alarme quand tu commences à enlever ton masque. Camus, dans son exploration de l'absurde, a affirmé quelque chose de profondément pertinent ici. Il disait que le problème philosophique vraiment sérieux est de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Et il ne parlait pas de la vie en général. Il parlait de ta vie, de cette vie spécifique que tu vis actuellement. Si tu passes tes jours à jouer un rôle, à réprimer qui tu es vraiment,
à choisir la sécurité plutôt que la vérité, alors ta vie ne vaut-elle pas la peine d'être questionnée? Tu respires, tu manges, tu travailles, tu existes. Mais vis-tu? Ou es-tu simplement en train de survivre, de retarder indéfiniment le moment où tu commenceras enfin à vivre? Matthew Lieberman a découvert que ton cerveau social est extrêmement sensible aux menaces d'exclusion. Dans des expériences d'imagerie cérébrale, il a montré que le simple fait d'être exclu d'un jeu virtuel par des inconnus active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Ton besoin d'appartenance n'est pas une faiblesse psychologique, c'est une nécessité neurobiologique. Tes ancêtres qui ont été exclus de la tribu n'ont généralement pas survécu longtemps. Alors l'évolution a câblé dans ton cerveau une terreur profonde du rejet social. Mais voici ce que les neurosciences révèlent sur ceux qui osent choisir l'authenticité malgré cette peur. Ils ne sont pas plus courageux dans le sens où ils ressentiraient moins de peur. Ils ressentent la même terreur neurobiologique du rejet. La différence est qu'ils ont développé ce que Daniel Siegel appelle la capacité de présence. Ils peuvent ressentir la peur sans être complètement identifiés à elle. Ils peuvent observer leur amygdale s'activer sans que cela dicte automatiquement leur comportement. Cette capacité de présence, cette distance entre le ressenti et la réaction, c'est précisément ce que les pratiques contemplatives cultivent depuis des millénaires. Richard Davidson a démontré que la méditation et d'autres pratiques d'attention modifient littéralement la structure du cerveau, renforçant les connexions entre le cortex préfrontal et l'amygdale, permettant une meilleure régulation émotionnelle. Mais tu n'as pas besoin de méditer pendant des années pour commencer à développer cette capacité. Tu commences simplement en remarquant, en observant sans juger, en reconnaissant « voilà la peur ». Voilà la résistance, voilà le complexe qui s'active. Adler avait une perspective intéressante sur ce conflit entre authenticité et appartenance. Il parlait du sentiment communautaire, le Gemeinschaftsgefühl, comme d'une des caractéristiques fondamentales de la santé psychologique. Mais il ne parlait pas de conformité. Il parlait de la capacité à contribuer au bien-être collectif tout en restant profondément soi-même. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent appartenance et conformité. Ils pensent que pour appartenir, ils doivent être identiques. Ils pensent que leur unicité est un obstacle à la connexion. Mais c'est exactement l'inverse. La vraie appartenance ne peut exister que quand tu es authentique. Parce que si tu portes un masque, ce n'est pas toi qui appartiens, c'est le masque. Et au fond de toi, tu le sais. Tu te sens seul, même entouré de gens, parce que personne ne connaît vraiment qui tu es. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait quelque chose de remarquable. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart de tes peurs concernant ce qui se passerait si tu étais vraiment toi-même sont imaginaires. Tu projettes tes expériences passées sur le présent et le futur. Tu assumes que les gens réagiront exactement comme tes parents ont réagi, comme tes premiers amis ont réagi, comme ta première amour a réagi. Lequel de ces conflits résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître ton expérience, parce que comprendre où tu es coincé entre sécurité et authenticité est le premier pas vers la libération. Jung disait que la névrose est toujours un substitut à la souffrance légitime. Au lieu d'affronter la douleur réelle de choisir entre sécurité et authenticité, nous développons des symptômes névrotiques. Anxiété chronique, procrastination compulsive, relations toxiques répétitives, addictions diverses. Tous ces symptômes sont des façons de ne pas affronter le choix existentiel fondamental. Mais la souffrance légitime, si elle est affrontée consciemment, mène à la croissance. La souffrance névrotique, elle, tourne en boucle indéfiniment sans mener nulle part. Marc Aurèle, dans ses méditations, revenait constamment à cette idée. L'obstacle est le chemin. Ce qui semble bloquer ta progression est précisément ce à travers quoi tu dois passer pour évoluer. Ta peur du rejet n'est pas un obstacle à ton authenticité. C'est le terrain d'entraînement où tu apprends à être authentique malgré la peur.
Ta résistance au changement n'est pas ce qui t'empêche d'évoluer, c'est ce qui te montre exactement où tu as besoin d'évoluer. Ton cerveau possède un système d'alarme qui s'active quand tu t'approches trop du bonheur. Cette affirmation peut sembler absurde, presque paranoïaque, mais Antonio Damasio, à travers des décennies de recherche sur les émotions et la conscience, a découvert quelque chose de fascinant et troublant. Ton cerveau utilise ce qu'il appelle des marqueurs somatiques pour t'aider à prendre des décisions rapidement. Chaque expérience que tu as vécue est associée à une sensation corporelle. Danger égale tension, accélération cardiaque, estomac noué. Sécurité égale détente, respiration profonde, muscles relâchés. Jusqu'ici, c'est logique et adaptatif. Le problème survient quand tes expériences passées ont créé des associations paradoxales. Si, dans ton histoire, le bonheur a toujours été suivi de déception, d'abandon, de trahison, alors ton cerveau a associé le bonheur lui-même à un marqueur somatique négatif. Quand tu commences à te sentir trop heureux, trop en sécurité, trop aimé, une alarme subtile se déclenche dans ton corps. Une anxiété diffuse, un sentiment que quelque chose de mauvais va arriver, un besoin de saboter avant d'être saboté. Chaque fois que tu sabotes ton bonheur, ce n'est pas toi qui agis, c'est un système de survie de 200 000 ans qui croit te protéger. Cette compréhension devrait radicalement changer ta relation à ton auto-sabotage. Tu n'es pas faible, tu n'es pas stupide, tu n'es pas destiné à l'échec. Tu portes simplement dans ton système nerveux l'héritage de toutes les fois où la joie a été dangereuse, où l'ouverture a mené à la blessure, où la confiance a été trahie. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a montré que ton système nerveux autonome a 3 branches principales. Le système ventral vagal, le plus récent dans l'évolution, permet l'engagement social, la connexion, la joie partagée. Le système sympathique, plus ancien, permet la mobilisation, le combat ou la fuite face au danger, et le système dorsal vagal, le plus ancien, provoque l'immobilisation, la dissociation, le shutdown face à une menace insurmontable. Ce qui est crucial, c'est que ces systèmes s'activent hiérarchiquement. Si ton système nerveux perçoit du danger, même du danger imaginaire basé sur le passé, il descend cette échelle. Tu sors de l'engagement social. Tu entres en mode combat ou fuite. Si le danger semble trop intense, tu descends encore plus bas, vers l'immobilisation et la dissociation. Et voici le piège. Si ton système nerveux a été conditionné dans l'enfance à percevoir l'intimité comme dangereuse, l'amour comme précurseur de l'abandon, le succès comme invitation à l'attaque, alors chaque fois que tu t'approches de ces expériences positives, ton système nerveux descend automatiquement l'échelle. Tu commences à te sentir anxieux sans raison. Tu deviens irritable avec ton partenaire. Tu sabotes ton projet professionnel. Tu crées inconsciemment exactement la situation que tu redoutes pour retrouver le terrain familier de la souffrance prévisible. Lisa Feldman. Barrett explique que ton cerveau ne réagit pas à la réalité. Il réagit à ses prédictions sur la réalité. Et ces prédictions sont construites à partir de tes expériences passées. Si ton passé a été marqué par le trauma, par l'imprévisibilité, par l'insécurité, alors ton cerveau prédit constamment le danger même en son absence. Il construit l'émotion de l'anxiété, non pas parce que quelque chose de dangereux est présent, mais parce que c'est ce qu'il s'attend à ressentir. Cette construction prédictive des émotions explique pourquoi il est si difficile de simplement décider d'être heureux, de simplement choisir de ne plus avoir peur. Tu ne peux pas choisir consciemment ce que ton cerveau prédit inconsciemment. Freud parlait de la pulsion de mort, Thanatos, en opposition à la pulsion de vie, Eros. Il a observé chez certains de ses patients quelque chose qui défie la logique. Ils semblaient activement attirés vers la souffrance, vers la destruction, vers la mort psychique. Ce n'était pas du masochisme conscient, c'était quelque chose de plus profond et de plus mystérieux.
Il en est venu à théoriser qu'au-delà du principe de plaisir, il existe une tendance fondamentale dans l'organisme à retourner à un état antérieur, un état de non-excitation, ultimement un état de non-être. Aujourd'hui, nous pourrions réinterpréter cette observation à travers les neurosciences. Quand ton système nerveux a été chroniquement surchargé, quand tu as vécu dans un état d'hypervigilance prolongée, une partie de toi aspire profondément au repos absolu. Et si le seul repos que tu as connu était l'engourdissement, la dissociation, la mort émotionnelle, alors ton inconscient pourrait chercher à recréer cet état. L'auto-sabotage devient une forme tordue d'auto-soin, une tentative de retrouver le calme en détruisant ce qui provoque l'activation anxieuse. Jean-Pierre Changeux, dans ses travaux sur la neurobiologie de la conscience, a montré que la conscience elle-même est un phénomène émergent, quelque chose qui naît de l'interaction complexe entre différents systèmes cérébraux. Mais cette conscience est fragile. Elle peut être facilement perturbée par l'émotion intense, par le stress chronique, par le trauma non résolu. Quand ton système limbique est en surchauffe, quand ton amygdale hurle au danger, ton cortex préfrontal, siège de la conscience réflexive, perd littéralement de sa connectivité et de son influence. Tu deviens moins capable de penser clairement, de mettre les choses en perspective, de réguler tes réactions. C'est pourquoi tant de gens disent après un épisode d'autosabotage « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'était pas moi. » Et dans un sens, ils ont raison. Ce n'était pas leur soi conscient et intégré qui agissait. C'était une partie fragmentée, traumatisée, qui a pris temporairement le contrôle. Stanislas Dehaene insiste sur le fait que la conscience est comme un projecteur avec une capacité limitée. Elle ne peut éclairer qu'une petite partie de ce qui se passe dans ton cerveau à un moment donné. Tout le reste continue à fonctionner dans l'obscurité, influençant ton comportement de façon que tu ne remarques pas. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer ta compréhension de ton propre sabotage. La solution n'est pas de supprimer ces systèmes de protection primitifs. Tu ne peux pas. Ils sont câblés trop profondément dans ta neurobiologie. La solution est de créer ce que Daniel Siegel appelle l'intégration. Permettre à ton cortex préfrontal de développer des connexions plus fortes avec ton système limbique. Apprendre à reconnaître quand ton amygdale s'active et à ne pas être automatiquement emporté par cette activation. Développer la capacité de ressentir une émotion intense sans qu'elle dicte immédiatement ton comportement. Cette capacité d'intégration ne se développe pas par la volonté pure. Elle se développe par la conscience répétée. Chaque fois que tu remarques ton anxiété sans immédiatement réagir, tu renforces les circuits d'intégration. Chaque fois que tu observes ton envie de saboter sans y céder automatiquement, tu crées de nouvelles possibilités neurales. Richard Davidson a prouvé que cette neuroplasticité dirigée est possible à tout âge. Ton cerveau peut apprendre, peut changer, peut créer de nouveaux patterns, même après des décennies de conditionnement dans une direction différente. Mais cette transformation demande quelque chose que notre culture valorise rarement. La patience, la compassion, la compréhension que tu ne combats pas un ennemi, mais que tu intègres une partie de toi qui essaie de te protéger avec des stratégies obsolètes. Boris Cyrulnik parle de résilience, non pas comme d'un retour à l'état antérieur au trauma, mais comme d'une transformation qui intègre le trauma dans une nouvelle identité plus complexe, plus profonde, plus sage. Tu ne redeviens pas qui tu étais avant d'avoir été blessé. Tu deviens quelqu'un de nouveau, qui comprend la blessure, qui a appris de la blessure, qui a transformé la blessure en une source de sagesse et de compassion. Ton auto-sabotage, vu à travers cette lentille, n'est pas ton ennemi. C'est un enseignant difficile, exigeant, parfois cruel, mais qui t'indique exactement où tu as besoin de porter ta conscience, ton attention, ta compassion. Chaque pattern que tu répètes est comme une flèche pointant vers une partie non guérie de ta psyché. Si tu suis la flèche avec curiosité plutôt qu'avec jugement, elle te mènera directement au cœur du travail que tu as besoin de faire. Et si la résistance n'était pas ton ennemi, mais ton guide vers l'inconscient?
Cette question inverse complètement le paradigme habituel. Nous avons été conditionnés à penser que la résistance est quelque chose à surmonter, à combattre, à vaincre par la force de volonté. Mais Jung avait une perspective radicalement différente. Il voyait la résistance comme un message de l'inconscient, un signal que quelque chose d'important essaie d'émerger à la conscience. Quand tu résistes violemment à quelque chose, ce n'est généralement pas parce que cette chose est mauvaise pour toi, c'est parce qu'elle menace une partie de ton identité que tu n'es pas prêt à abandonner. La résistance marque toujours un seuil. De l'autre côté de cette résistance se trouve une version plus authentique, plus intégrée, plus vivante de toi-même. Mais pour traverser ce seuil, tu dois accepter de mourir à qui tu as été. Et c'est terrifiant. Le processus d'individuation dont parlait Jung n'est rien d'autre qu'une série de ces petites morts, suivies de renaissance. Tu abandonnes une identification. Tu traverses un désert d'incertitude. Tu émerges transformé, plus proche de ton self véritable. La résistance que tu combats est précisément la carte qui mène vers les parties de toi que tu as abandonnées. Cette phrase mérite une réflexion profonde. Tout ce que tu as refoulé dans ton ombre, toutes les parties de toi que tu as jugées inacceptables, tout ce potentiel que tu as nié parce qu'il était trop dangereux, trop grand, trop vivant, tout cela continue à vivre dans ton inconscient, exerçant son influence indirectement. Et chaque fois que tu rencontres quelque chose dans le monde qui résonne avec ces parties refoulées, tu ressens de la résistance. Un jugement intense envers quelqu'un qui exprime librement ce que tu t'interdis d'exprimer. Une peur panique face à une situation qui révélerait ton potentiel caché. Une colère disproportionnée envers quelqu'un qui vit l'authenticité que tu te refuses. Daniel Siegel explique que l'intégration neuronale n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. C'est quelque chose que tu cultives activement en créant des connexions entre des parties de ton expérience qui ont été fragmentées. Quand un trauma se produit, surtout pendant l'enfance, quand ton cerveau est encore en développement, l'expérience peut rester non intégrée. Les souvenirs sensoriels, les émotions, les pensées, les croyances formées pendant le trauma restent isolés les uns des autres. C'est pourquoi quelqu'un peut intellectuellement savoir qu'il est en sécurité maintenant, que le danger est passé, et pourtant continuer à réagir émotionnellement comme si le trauma était présent. Les différentes parties de son expérience n'ont pas été intégrées en un tout cohérent. Sénèque, dans sa sagesse stoïcienne, enseignait que l'acceptation n'est pas résignation, c'est reconnaissance de ce qui est, comme fondation nécessaire pour tout changement réel. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas intégrer ce que tu continues à combattre. L'acceptation de ta résistance, de tes peurs, de tes patterns autodestructeurs n'est pas une capitulation. C'est le début du processus de transformation. Quand tu peux dire « Oui, je sabote mes relations intimes parce qu'une partie de moi a terriblement peur de l'abandon », tu crées un espace de conscience. Dans cet espace, tu n'es plus identifié uniquement à la partie qui sabote. Tu deviens également le témoin qui observe ce sabotage, et dans cet espace de témoin réside une liberté que tu ne peux pas concevoir tant que tu restes totalement identifié à tes patterns. Richard Davidson a découvert que la méditation et d'autres pratiques contemplatives modifient spécifiquement les régions du cerveau associées à la régulation émotionnelle et à l'attention. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces changements ne dépendent pas d'années de pratique intensive. Même des périodes relativement courtes de pratique régulière peuvent commencer à modifier la structure et la fonction de ton cerveau. Ce que ces pratiques cultivent fondamentalement, c'est la capacité de présence, la capacité d'être avec ce qui est sans immédiatement réagir, sans immédiatement juger, sans immédiatement fuir. Cette capacité de présence est exactement ce qui manque dans l'auto-sabotage. Quand ton pattern automatique se déclenche, il y a peu ou pas d'espace entre le déclencheur et la réaction. L'anxiété surgit et tu saisis immédiatement ta distraction habituelle. La peur de l'intimité monte et tu déclenches immédiatement un conflit avec ton partenaire. La possibilité de succès apparaît et tu t'engages immédiatement dans un comportement autodestructeur.
Il n'y a pas de choix conscient. C'est purement automatique. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de l'étendue de ces mécanismes dans ta vie, parce que la conscience est toujours la première étape de la transformation. Freud avait cette phrase magnifique. Là où était le ça, le moi doit advenir. Là où il y avait pure impulsion inconsciente, pure réactivité automatique, il doit y avoir conscience, choix, liberté. Mais ce processus de rendre conscient l'inconscient n'est pas confortable. C'est même profondément déstabilisant, parce que l'inconscient contient non seulement ce que tu as refoulé personnellement, mais aussi, comme Jung l'a montré, des couches beaucoup plus profondes d'expériences humaines collectives. Des peurs, des désirs, des patterns qui ont été transmis génération après génération. Adler parlait de transformation du complexe d'infériorité en ce qu'il appelait une lutte créative pour la supériorité. Mais il ne parlait pas de supériorité sur les autres. Il parlait de supériorité sur ton ancien soi, de dépassement de tes limitations, de transformation de tes faiblesses en force. Ce qui est essentiel dans sa vision, c'est que cette transformation ne nie pas le complexe d'infériorité. Elle l'utilise comme carburant. Ton sentiment d'inadéquation, plutôt que d'être quelque chose à supprimer, devient la motivation même de ta croissance. Marc Aurèle revenait constamment dans ses méditations à cette idée. L'obstacle est le chemin. Non pas que l'obstacle mène au chemin. L'obstacle est le chemin. Ta résistance n'est pas quelque chose que tu dois surmonter avant de pouvoir commencer à évoluer. Ta résistance est précisément le terrain sur lequel ton évolution se déroule. Chaque fois que tu rencontres ta résistance consciemment, avec curiosité, avec compassion, tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en plein cœur du travail de transformation. Matthew Lieberman a montré que le simple fait de nommer une émotion, de mettre des mots sur ce que tu ressens, active ton cortex préfrontal et réduit l'activation de ton amygdale. Ce processus, qu'il appelle affect labeling, est remarquablement simple et pourtant profondément puissant. Quand tu peux dire « je ressens de l'anxiété maintenant », je remarque mon pattern d'évitement qui s'active. Je sens la peur de l'abandon qui monte. Tu crées automatiquement un peu d'espace entre toi et l'émotion. Tu n'es plus uniquement l'anxiété. Tu es quelqu'un qui observe l'anxiété. Le moment où tu acceptes ta résistance est le moment où elle perd son pouvoir absolu. Cette acceptation ne signifie pas que la résistance disparaît magiquement. Elle signifie que tu changes de relation avec elle. Au lieu d'être quelque chose qui te contrôle totalement, elle devient quelque chose que tu peux observer, comprendre, dialoguer avec. Viktor Frankl, dans les conditions les plus extrêmes imaginables, a découvert que la capacité à trouver du sens dans la souffrance est ce qui sépare ceux qui survivent psychologiquement de ceux qui s'effondrent. Et ce sens n'est pas quelque chose qui existe déjà quelque part, attendant d'être découvert. C'est quelque chose que tu crées activement par la façon dont tu choisis de te rapporter à ton expérience. Ta résistance peut être une preuve de ton inadéquation, une confirmation que tu ne pourras jamais changer. Ou elle peut être un enseignant qui te montre exactement où tu as besoin de porter ta conscience et ta compassion. Le sens que tu choisis de donner à ta résistance détermine si elle te paralyse ou te transforme. Jung parlait du self, cette totalité psychique qui englobe à la fois conscient et inconscient, comme du but ultime du processus d'individuation. Le self n'est pas quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose que tu as toujours été, mais caché sous des couches de conditionnement, de trauma, de peur. Tu n'évolues pas malgré ta résistance, tu évolues à travers elle, en la comprenant comme une partie de toi qui a peur de mourir. Et cette peur est légitime. Parce qu'une partie de toi va effectivement mourir dans le processus d'évolution. La version de toi qui a besoin de la validation externe constante. La version de toi qui sacrifie son authenticité pour l'acceptation. La version de toi qui reste petite pour ne menacer personne. Ces versions doivent mourir pour que ton self véritable puisse émerger. Et ton inconscient, qui ne comprend pas les morts symboliques, perçoit cela comme une menace existentielle réelle. Boris Cyrulnik utilise cette belle métaphore.
Le trauma est comme un arbre qui a été frappé par la foudre. Il ne redeviendra jamais l'arbre qu'il aurait été sans la foudre. Mais il peut grandir autour de la cicatrice, peut développer une forme nouvelle, unique, qui porte en elle à la fois la marque du trauma et la force de la résilience. Ta résistance est la marque du trauma. Ton évolution est la croissance autour de cette marque. Et ce qui émerge est quelque chose de plus complexe, de plus profond, de plus sage que ce qui aurait existé sans la blessure. Albert Camus, confronté à l'absurdité fondamentale de l'existence, a développé le concept de révolte. Mais pas la révolte comme violence aveugle. La révolte comme affirmation lucide de la vie face au non-sens. Tu te révoltes contre tes patterns autodestructeurs, non pas en les combattant avec rage, mais en choisissant consciemment, encore et encore, une direction différente. Chaque fois que tu remarques ton pattern habituel et que tu choisis, même maladroitement, même partiellement, de répondre différemment, tu affirmes ta liberté. Tu déclares que tu n'es pas simplement le produit de ton conditionnement passé, que tu as, dans chaque moment, la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Richard Davidson insiste sur le fait que la neuroplasticité n'est pas seulement un phénomène passif, c'est quelque chose que tu peux diriger intentionnellement. Chaque fois que tu pratiques une nouvelle façon de répondre, tu renforces ces nouveaux circuits neuronaux. Au début, c'est difficile, maladroit, demande un effort conscient énorme. Le chemin neural est à peine tracé. Mais avec la répétition, ce nouveau chemin devient plus profond, plus automatique, plus facile à emprunter. Éventuellement, il peut devenir aussi automatique que l'ancien pattern, mais dans une direction qui sert ta croissance plutôt que ton sabotage. Adler parlait de créativité compensatrice, cette capacité remarquable des êtres humains à transformer leurs faiblesses en forces uniques. Il observait que souvent, les gens développent des compétences extraordinaires, précisément dans les domaines où ils se sentaient le plus inadéquats. Le musicien qui était considéré comme sans talent musical dans son enfance, mais qui a développé une maîtrise exceptionnelle par détermination pure. L'écrivain qui bégayait et a trouvé sa voix la plus claire sur la page. Le thérapeute qui a transformé ses propres blessures psychologiques en une capacité profonde d'empathie et de compréhension. Ta résistance, tes peurs, tes zones d'ombre ne sont pas des obstacles sur le chemin de ton individuation. Elles sont le matériau brut de ton individuation. Sénèque enseignait que les difficultés ne révèlent pas ton caractère, elles le construisent. Chaque fois que tu affrontes ta résistance consciemment, tu ne découvres pas simplement qui tu es, tu crées activement qui tu deviens. Daniel Siegel parle d'intégration comme de l'essence de la santé mentale. Un esprit sain n'est pas un esprit où tout va bien, où il n'y a pas de conflit, pas de douleur, pas de peur. Un esprit sain est un esprit où les différentes parties peuvent communiquer, où les expériences peuvent être intégrées en un tout cohérent, où tu peux être avec toute la gamme de l'expérience humaine sans être fragmenté par elle. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement sur la transformation profonde. Ce n'est pas un processus linéaire de progrès constant. C'est un processus cyclique de mort et de renaissance, de désintégration et de réintégration, à des niveaux de plus en plus élevés de complexité et de conscience. Tu ne deviens pas quelqu'un de complètement différent. Tu deviens de plus en plus totalement toi-même. Et ce toi-même que tu deviens a toujours été là, attendant sous les couches de conditionnement, de peur, de protection. Jean-Pierre Changeux décrit la conscience comme un espace de travail global où différentes informations peuvent être intégrées et manipulées. Mais cet espace a une capacité limitée. Tu ne peux pas être conscient de tout simultanément. Ce que tu choisis de mettre dans cet espace de conscience détermine ce qui peut changer. Si ton espace de conscience est constamment rempli de distractions, de jugements, de ruminations, il n'y a pas de place pour observer tes patterns, pour remarquer tes résistances, pour créer de nouvelles réponses. Mais quand tu crées intentionnellement de l'espace, même quelques minutes par jour, pour simplement observer ton expérience intérieure, sans jugement, tu commences à voir ce qui a toujours été là, mais invisible.
Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur. Quelle phrase t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres, parce que cette exploration de l'inconscient, de la résistance, de l'individuation n'est pas quelque chose que tu peux faire seul. Jung lui-même insistait sur le fait que l'individuation, paradoxalement, ne peut se faire qu'en relation. Tu as besoin de miroirs humains pour voir tes angles morts. Tu as besoin de témoins pour tes transformations. Tu as besoin d'une communauté qui comprend la profondeur de ce voyage et qui peut te soutenir dans les moments sombres où tu doutes de tout. Frankl disait quelque chose de profond. Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment. Ton pourquoi pour ce voyage d'individuation ne peut pas être simplement d'être plus heureux ou plus productif. Ces motivations sont trop superficielles pour soutenir la difficulté du travail. Ton pourquoi doit toucher quelque chose de plus profond, le désir de vivre authentiquement, la soif de vérité même quand elle est douloureuse, la volonté de devenir conscient même si la conscience apporte plus de responsabilité, le besoin de transformer ta souffrance en sagesse pour toi-même et pour ceux qui viendront après toi. Nous arrivons maintenant à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui change tout si tu peux vraiment l'intégrer. L'évolution n'est pas l'absence de résistance, c'est la danse consciente avec elle. Cette phrase résume tout ce que nous avons exploré. Ton cerveau continuera à percevoir le changement comme une menace. Ton amygdale continuera à s'activer face à l'inconnu. Tes complexes continueront à influencer ton comportement. Ta fidélité inconsciente à tes traumas continuera à créer des patterns de répétition. Tout cela ne disparaîtra pas simplement parce que tu as compris intellectuellement comment cela fonctionne. Mais quelque chose de fondamental peut changer. Ta relation à tout cela. Au lieu de te voir comme victime de ces forces inconscientes, tu commences à te voir comme danseur avec elles. Tu apprends leurs mouvements. Tu anticipes leurs patterns. Tu crées un dialogue conscient avec les parties de toi qui résistent au changement. Et lentement, très lentement, la danse change. Elle devient moins une lutte désespérée et plus une chorégraphie complexe, où même la résistance a sa place, son rôle, sa beauté. Camus concluait son essai sur Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir rouler à nouveau en bas, avec cette phrase étonnante. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi ? Parce que dans l'acceptation lucide de l'absurde, dans le refus de se laisser écraser par le non-sens, dans l'affirmation de continuer quand même, il y a une liberté profonde. Ta résistance est ton rocher. Tu peux l'apercevoir comme une malédiction, une preuve de ton inadéquation, un obstacle insurmontable, ou tu peux l'apercevoir comme ton œuvre, ton terrain de pratique, ton chemin vers la conscience. Le rocher ne disparaîtra pas. Mais ta relation au rocher, le sens que tu donnes à ta lutte avec le rocher, cela peut tout changer. Jung, vers la fin de sa vie, a écrit quelque chose de remarquable. Il a dit qu'il avait passé des décennies à étudier l'inconscient, à cartographier ses territoires, à comprendre ses lois. Et à la fin, il a réalisé que l'inconscient n'était pas quelque chose à conquérir ou à maîtriser. C'était quelque chose avec quoi établir une relation de respect mutuel, de dialogue, de coopération. Ton ego conscient n'est pas le maître absolu de ta psyché. Il est un partenaire dans une danse avec des forces beaucoup plus vastes, beaucoup plus anciennes, beaucoup plus puissantes que lui. Mais ce partenariat demande quelque chose que notre culture moderne valorise peu, l'humilité, l'acceptation que tu ne sais pas tout, que tu ne contrôles pas tout, que tu es mystérieux à toi-même. Stanislas Dehaene a montré que la conscience n'occupe qu'une toute petite partie de l'activité cérébrale totale. La majorité de ce qui se passe dans ton cerveau, de ce qui influence ton comportement, de ce qui dirige ta vie, se déroule complètement hors de ta conscience. Cette réalisation peut être effrayante. Elle peut sembler enlever ton libre arbitre, ta responsabilité, ton agentivité, mais elle peut aussi être profondément libératrice, parce qu'elle signifie que tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout réparer par la force de volonté consciente.
Tu as simplement besoin de créer les conditions dans lesquelles l'intégration devient possible. Et ces conditions sont étonnamment simples. Conscience, compassion, curiosité, patience, répétition intentionnelle. Ce sont les ingrédients de la neuroplasticité dirigée, de l'intégration psychologique, de l'individuation jungienne, peu importe le langage que tu préfères utiliser. Richard Davidson raconte cette histoire magnifique d'un moine tibétain qu'il étudiait. Ce moine avait passé des décennies en retraite méditative. Quand Davidson a scanné son cerveau, il a trouvé des patterns d'activité neuronale qu'il n'avait jamais vus auparavant. Les connexions entre son cortex préfrontal et son système limbique étaient extraordinairement fortes. Sa capacité de régulation émotionnelle était hors norme. Mais ce qui a le plus frappé Davidson, c'est quelque chose que le moine a dit. Il a dit que les émotions difficiles ne disparaissaient pas. Il ressentait toujours la colère, la peur, la tristesse. Mais sa relation à ces émotions avait complètement changé. Elles surgissaient comme des vagues dans l'océan de sa conscience. Il pouvait les observer s'élever, culminer, retomber, sans être emporté par elles. Ce n'était pas de la suppression, ce n'était pas du déni. C'était une forme de présence si profonde qu'elle pouvait contenir toute l'expérience humaine sans être fragmentée par elle. C'est cela l'intégration. C'est cela la maturité psychologique, non pas l'absence de difficulté, mais la capacité d'être avec la difficulté sans être détruit par elle. Sénèque disait que les tempêtes révèlent la qualité du pilote. Ta résistance, tes peurs, tes patterns autodestructeurs sont les tempêtes de ta vie psychologique. Et la façon dont tu navigues ces tempêtes détermine qui tu deviens. Si tu fuis constamment, si tu nies, si tu te distrais, tu ne développes jamais les compétences de navigation. Tu restes éternellement à la merci des vagues. Mais si tu apprends à naviguer consciemment, si tu étudies les patterns des tempêtes, si tu développes la résilience de rester présent même dans la difficulté, alors lentement, très lentement, tu deviens quelqu'un qui peut traverser n'importe quelle tempête. Les tempêtes ne deviennent pas moins intenses. Tu deviens plus compétent à les naviguer. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et devait faire face à des défis politiques, militaires, personnels inimaginables, trouvait du réconfort dans cette simple vérité. Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Tu as le pouvoir de ne pas être perturbé, parce que les choses elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de former nos jugements. Ce que cela signifie dans le contexte de ta résistance, c'est que la résistance elle-même n'est pas le problème. Ton jugement sur la résistance est le problème. Si tu peux observer ta résistance avec la même curiosité détachée qu'un scientifique observe un phénomène naturel, quelque chose de fondamental change. La résistance perd son pouvoir de te définir, de te paralyser, de te remplir de honte et d'autodénigrement. Elle devient simplement un fait. Je remarque de la résistance. Intéressant. Qu'est-ce que cette résistance essaie de me dire? Quelle partie de moi cherche-t-elle à protéger? Quel besoin non satisfait signale-t-elle? Cette orientation de curiosité plutôt que de jugement est peut-être la clé la plus importante de toute cette exploration. Parce que le jugement crée de la résistance contre la résistance. Tu résistes au fait que tu résistes. Tu as peur de ta peur. Tu te sens honteux de ta honte. Et cette récursivité crée un nœud psychologique qui devient de plus en plus serré, de plus en plus paralysant. Mais la curiosité, elle, crée de l'espace. Elle crée de l'ouverture. Elle permet à quelque chose de nouveau d'émerger. Jung disait que le patient n'a pas besoin de conseils, il a besoin d'expérience. L'expérience de rencontrer son ombre sans être détruit. L'expérience de sentir ses peurs les plus profondes et de survivre. L'expérience de voir ses patterns autodestructeurs clairement et de choisir quand même différemment. Lisa Feldman-Barrett explique que chaque fois que ton cerveau fait une prédiction et que la réalité est différente, c'est une opportunité d'apprentissage. Ton cerveau doit mettre à jour son modèle du monde, mais cet apprentissage ne se produit que si tu es présent à l'erreur de prédiction. Si tu es distrait, si tu es dans le déni, si tu rationalises immédiatement l'expérience pour qu'elle corresponde à tes attentes, l'opportunité d'apprentissage est perdue. Mais si tu peux rester présent,
Si tu peux tolérer l'inconfort de la surprise, de l'incertitude, de ne pas savoir, alors ton cerveau peut apprendre. Il peut créer de nouvelles prédictions plus précises. Il peut développer un modèle plus nuancé et plus sophistiqué de la réalité. C'est exactement ce qui se passe dans la thérapie efficace, dans les pratiques contemplatives profondes, dans tout processus authentique de croissance personnelle. Tu es exposé à des expériences qui violent tes prédictions habituelles, et tu restes présent assez longtemps pour que ton système nerveux puisse apprendre quelque chose de nouveau. Voilà la promesse et le défi de ce voyage. Ton cerveau a été programmé pour éviter tout ce qui pourrait te faire évoluer parce qu'il perçoit l'évolution comme une menace à ta survie. Mais maintenant tu comprends ce mécanisme. Tu comprends que cette résistance n'est pas personnelle. Elle est biologique. Elle est psychologique, elle est évolutive, et avec cette compréhension vient la possibilité de faire quelque chose de radicalement différent. Non pas de supprimer la résistance, mais de danser avec elle. Non pas de conquérir ton inconscient, mais de créer une relation respectueuse avec lui. Non pas d'éliminer tes peurs, mais d'apprendre à les contenir dans un espace de conscience plus vaste. Ce voyage n'a pas de destination finale. Il n'y a pas de moment où tu seras complètement guéri, complètement intégré, complètement individualisé. Mais il y a des moments de grâce, de clarté, de libération, où tu touches quelque chose de profondément vrai en toi. Et ces moments changent tout. Ils te montrent ce qui est possible. Ils te donnent la force de continuer, même quand c'est difficile. Ils te rappellent pourquoi ce voyage en vaut la peine. La résistance que tu ressens en ce moment même, peut-être en lisant ces mots, peut-être en contemplant ce que cela signifierait vraiment de commencer ce voyage de conscience et d'intégration, cette résistance n'est pas ton ennemi. C'est simplement la voix d'une partie de toi qui a peur. Et cette peur mérite d'être entendue, comprise, respectée. Tu n'as pas à charger tête baissée dans la transformation. Tu peux avancer lentement, prudemment, en respectant tes limites, tout en les étirant doucement. Boris Cyrulnik utilise cette métaphore du tuteur et de la plante. Une plante qui a été endommagée a besoin d'un tuteur pour l'aider à grandir droit. Mais le tuteur n'est pas permanent. À mesure que la plante développe sa propre force, le tuteur devient moins nécessaire. Ta résistance, tes mécanismes de défense, tes patterns de protection ont été tes tuteurs. Ils t'ont aidé à survivre quand tu étais vulnérable. Ils méritent de la gratitude, pas du mépris. Mais maintenant, peut-être, tu es assez fort pour commencer à grandir au-delà d'eux. Pas en les rejetant violemment, mais en les remerciant pour leur service et en choisissant doucement de te tenir debout par toi-même. Maintenant, tu comprends le sens de tout ce que tu as vécu. Chaque moment où tu as saboté une opportunité. Chaque relation que tu as fui, chaque rêve que tu as abandonné, ce n'étaient pas des preuves de ton inadéquation, c'étaient des tentatives maladroites de protection d'un système nerveux qui faisait de son mieux avec les ressources qu'il avait. Et maintenant, avec conscience, avec compassion, avec patience, tu peux commencer à offrir à ce système nerveux de nouvelles ressources, de nouvelles expériences de sécurité, de nouvelles preuves que le changement ne signifie pas la mort, de nouveaux circuits neuronaux qui peuvent contenir à la fois la peur et le courage, la résistance et la volonté, le passé et le futur. L'évolution n'est pas l'absence de résistance, c'est la danse consciente avec elle. Et cette danse, même si elle est difficile, même si elle est inconfortable, même si elle te demande de renoncer à tout ce que tu pensais savoir sur toi-même, cette danse est la vie la plus vivante que tu puisses vivre. C'est le voyage de l'inconscience à la conscience, de la fragmentation à l'intégration, de la survie à la vraie vie. Et ce voyage commence maintenant, dans ce moment, avec un simple choix. Le choix de voir ta résistance non comme ton ennemi, mais comme ta guide vers les profondeurs de ton être.